Parce que le grand livre, c'est la nature. Il ne s'agit pas de l'imposer, de couper la forêt, puis de dire « Ah, j'ai ruiné mes sols, j'ai de l'érosion ». Comment elle marche, cette forêt? Si vous prenez, par exemple, la forêt amazonienne, elle a 70 millions d'années, elle reçoit 3 mètres d'eau par an, et elle continue à faire pousser des arbres immenses. Et elle n'a jamais reçu d'engrais, elle n'a jamais rien reçu, et elle est d'une fertilité exceptionnelle. Les hommes arrivent, ils coupent la forêt, ils foutent le feu, ils brûlent tout, 5 ans après, c'est le désert. Et ils disent « C'est des sols pourris, on ne peut pas nourrir les hommes là-dessus, ça vaut rien ». Ben, comment ça se fait qu'ils font pousser les plus grands arbres du monde? C'est que leur modèle est nul, puisqu'on est dans un milieu riche, eux ils le détruisent, ils disent oui, il n'y a plus rien qui pousse, c'est une terre qui est foutue. Mais non, c'est pas, on va regarder comment ça marche. Et chaque modèle a son fonctionnement particulier. Donc on ne va pas vous parler de tous les modèles écologiques, parce que la nature a développé des modèles incroyablement différents. Un sol de forêt équatoriale ne fonctionne pas du tout comme un milieu stépique ou comme un milieu tempéré. Chaque sol a sa dynamique, a sa faune, a sa microflore, adaptée aux conditions. Si vous prenez un pays tropical où il pleut, il fait chaud toute l'année, pour vous donner une idée, dans les forêts équatoriales, on minéralise 60% de la matière organique dans l'année, alors que chez nous, on n'en minéralise que 2%. Heureusement, la nature a mis au point des systèmes qui font que malgré une forte minéralisation, elle arrive à maintenir de la matière organique, parce que là, elle a fait des plantes plus riches en lignine, plus résistantes à la minéralisation, elle a développé des stratégies pour vivre dans des milieux où il fait très chaud et très humide. Nous, je vais vous parler des milieux de chez nous. Qu'est-ce qu'il y avait avant que nous arrivions? Ici, c'était la forêt tempérée. Pourquoi? Parce que dès que vous dépassez 550 mm d'eau sur cette planète, c'est la forêt qui s'installe. Au-dessous de 550 mm d'eau, les arbres ont beaucoup de mal à s'installer. Vous allez aller vers ce qu'on appelle d'abord la savane arborée, et après vous terminerez soit la steppe si vous êtes dans les régions froides comme chez nous, soit la savane si vous êtes en milieu équatorien. Donc quand il n'y a plus assez d'eau, l'arbre ne peut plus pousser, il va être remplacé par des graminées. Mais chez nous, avant que nous arrivions, la France est couverte à 95% de forêts. Soit des forêts marécageuses dans les zones humides, soit des forêts de feuillus. Et la forêt, comment elle marche, comment elle fait pour fonctionner pendant des millions d'années sans que personne ne lui apporte rien? Elle fonctionne de la façon suivante. L'arbre, tous les ans, il fait tomber dans nos régions, comme il fait froid en hiver, la nature, elle s'est adaptée, contrairement aux pays équatoriaux où la forêt est verte toute l'année. Chez nous, comme en hiver, il fait froid, et que les sols, les microbes du sol ne travaillent qu'au-dessus de 7 degrés, eh bien, en hiver, les sols, ils ne travaillent plus, donc l'arbre, il n'a plus rien à manger, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met en hibernation. Donc les arbres, chez nous, ils font tomber leurs feuilles, et ils vont faire tomber des branches mortes, ils vont créer ce qu'on appelle une litière. Cette litière va se déposer à la surface du sol, et des animaux vont venir dégrader cette litière, la manger. On les appelle les décomposeurs primaires. Alors vous avez des vers de terre, vous avez des colemboles, des acariens, il y a tout un monde extrêmement varié qui se chiffre. Pour vous donner une idée, si on prend juste les acariens dans nos forêts, il y en a 3-4 milliards à l'hectare, les colemboles pareil, donc c'est un monde grouillant. Ce monde va manger tous ces déchets, va faire des crottes, et ces crottes, c'est quoi? C'est de la matière organique qui est devenue très fine et qui va être à ce moment attaquée par les champignons. Les champignons, c'est les seuls uniques organismes au monde qui sont capables d'attaquer la lignine, et la lignine, c'est la molécule la plus synthétisée par le monde végétal sur cette planète. Et les seuls qui savent l'attaquer, c'est les champignons. C'est pour ça que vous allez chercher les cèpes en automne, c'est parce que c'est le moment où il y a beaucoup de feuilles mortes qui tombent. Ces champignons, ils vont transformer cette lignine et cette cellulose en humus. Ils vont fabriquer de la matière organique. Donc, première chose que me dit la nature, j'ouvre le livre de la nature, je l'observe, au lieu d'arriver de foutre le feu dedans et tout casser, je l'observe, et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, l'humus se forme à la surface du sol. Donc déjà, je commence à comprendre pourquoi la charrue est un engin de destruction massive des sols. C'est que la charrue, elle met la matière organique dans le sol. Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le sol, depuis des millions d'années, il fabrique sa matière organique à la surface. Et pourquoi? Parce que les champignons sont des organismes strictement aérobies. Il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Et c'est pour ça que la ville de Venise est encore là. C'est que les piliers sur lesquels reposent les monuments de Venise sont dans de la vase. Ils sont en anaérobiose. Aucun champignon ne peut attaquer ce bois. S'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de sortir des piquets de clôture, vous avez pu remarquer que les piquets de clôture sont attaqués en surface et que la pointe du piquet est intacte. Il n'existe pas de champignons anaérobiques. Et c'est pour ça que si vous enfouissez votre matière organique de la paille avec une charrue, elle ne se décomposera pas. Et c'est pour ça qu'on arrive dans une situation absurde en France. En 1900, les paysans français faisaient 2 tonnes de paille à l'hectare et ils avaient 4% de matière organique. À l'heure actuelle, les paysans français font 5 à 6 tonnes de paille à l'hectare et ils n'ont que 2% de matière organique. Pourquoi? Parce qu'ils font cette énorme bêtise d'enfouir la matière organique dans le sol. Et ça, c'est un geste qui est pratiqué par presque tous les hommes. Même un amateur, il veut planter un arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un trou, il fout du compost au fond du trou et il met l'arbre par-dessus. Il vient de commettre une énorme erreur agronomique. Il n'a pas regardé ce que la nature faisait autour de lui. La nature n'enfouit jamais de matière organique dans un sol. Première règle que nous dit la nature. Ensuite, on regarde les arbres, comment ils font? Comment il faut pour fonctionner? Ils ont un double enracinement. Ils ont un enracinement horizontal sous la matière organique.
On peut se dire, tiens, pourquoi au cours de l'évolution, les arbres, ils ont mis les racines sous la matière organique? Ben, c'est qu'au printemps, quand le sol va se réchauffer, les bactéries, deuxième groupe de microbes, vont attaquer cet humus fabriqué par les champignons pendant l'hiver et pendant l'automne et l'hiver, ils vont le minéraliser, et donc tout le phosphore, le calcium, le potassium vont descendre avec l'eau de pluie. Comme les racines de l'arbre sont horizontales, elles récupèrent toute cette matière, elles la renvoient dans les feuilles. Le système sol-plante est fermé. Pas de pollution de nappe phréatique sous forêt, parce que la forêt a eu l'intelligence de mettre les racines sous la matière organique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en agriculture? On met la matière organique sous les racines. Donc, on pollue. Alors qu'il suffisait tout simplement de laisser la matière organique au-dessus pour qu'elle puisse nourrir les racines. Et ensuite, l'arbre, il a un deuxième système racinaire qui est pivotant, qui va descendre jusqu'à la roche-mère et qui va l'attaquer. Les plantes ont la caractéristique de sécréter des acides qui attaquent la roche et qui la transforment en argile. Et ce qui est remarquable dans le système vivant, c'est que le sol, c'est un milieu exceptionnel, hein, il est unique probablement dans l'univers, est formé de la tache de l'humus qui est fait en surface et de l'argile qui est fait en profondeur. C'est un complexe argilo-humique. Et ce qui est très étonnant dans le monde vivant, c'est que la nature va partir pour se battre contre les forces de l'univers, qui sont des forces qu'on appelle anthropiques, des forces de désordre. Hein. L'univers passe son temps à créer du désordre, donc de la mort. La vie, elle fait de l'inverse. Elle fait ce qu'on appelle la négantropie. Elle crée de l'ordre. C'est-à-dire qu'à partir d'une chose aussi bête que de la litière, les champignons vont fabriquer la molécule vivante, organique, la plus complexe du monde, qui est l'humus. Et à partir d'une chose aussi simple que des cailloux, les racines des plantes vont fabriquer le minéral le plus complexe de l'univers, qui est l'argile. Et la réunion de cet humus et de cette argile va faire le milieu le plus riche de la planète, qui est le sol. Et qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous mettons des engrais chimiques qui brûlent la matière organique, qui brûlent l'humus, nous emportons les argiles dans les rivières et nous faisons le désert au lieu de créer de la complexité. Alors donc ces racines vont faire de l'argile en profondeur. En profondeur, il y a des racines qui meurent, des nouvelles racines qui arrivent. Heureusement, il existe des animaux qui vont nettoyer toutes ces racines mortes. On retrouve des familles comme les colamboles, les acariens, qui vont maintenir toujours de l'aération dans le sol. Alors comment le sol il se fait? Puisque l'humus est fait en surface, l'argile en profondeur, on se fait grâce à une troisième faune, c'est là vous l'avez tous observé, c'est les grands vers de terre, les lombriques. Ils font l'aller-retour toutes les nuits, ils viennent chercher la matière organique, ils la descendent le long de leur galerie, et comme c'est dans une galerie en présence d'oxygène, ça pourra faire de l'humus le long de la galerie, et ils vont remonter de l'argile en surface. Et c'est dans leur intestin que argile et humus vont se fusionner, et comme ils ont une glande qu'on appelle la glande de Morène qui est très riche en calcium, hein, les humus sont négatifs, les argiles sont négatifs, mais le calcium a deux charges positives qui vont attacher ensemble argile et humus. C'est comme ça que le sol se forme. Donc si on observe bien la nature, on se rend compte qu'il y a des lois à respecter. Il faut que j'ai des champignons, il faut que je laisse ma matière organique au-dessus, et il faut que je permette à mes racines de plonger profondément. Et nous, on fait exactement l'inverse, on compacte les sols, les racines sont superficielles, on n'a plus de formation d'argile puisqu'il n'y a plus de relation entre la racine et le monde minéral, et on dit, oh, vous voyez, ces sols, ça ne marche pas, il faut rajouter des engrais, rajouter des pesticides. Donc notre travail, c'est d'expliquer aux agriculteurs que la première chose qui manque dans nos sols, c'est absolument pas de l'azote, c'est absolument pas de la potasse, c'est absolument pas du phosphore comme on essaye de bassiner aux gamins dans les lycées agricoles. C'est pas ça dont elle a besoin, le sol. À l'heure actuelle, les sols du monde ont besoin de matière organique, de carbone. On observe depuis 20 ans, puisque nous analysons nous faisons la moyenne de toutes les activités biologiques que nous mesurons sur la planète tous les ans à la fin de l'année. Nous observons une chute constante et absolument régulière de l'activité biologique des sols. Alors, il faut savoir que les sols, ils hébergent 80% de la biomasse mondiale. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas à vous, vous voyez les arbres, vous voyez les plantes, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que l'essentiel de la biomasse vivante, elle est dans les sols. La vie fait de la complexité. Nous passons, notre temps avec l'énergie à faire de l'entropie, à faire du désordre. La vie fait du complexe. Elle prend les roches, elle les attaque, elle les transforme dans le minéraux les plus complexes du monde, qui sont les argiles. Les microbes et les champignons vont attaquer la litière pour former la molécule organique la plus complexe du monde, qui est l'humus. Et le sol, il est formé de l'attache du minéral le plus complexe fabriqué par la vie, les argiles, qu'on ne trouve que sur la Terre. Il n'y a pas d'argile sur la Lune, il n'y a pas d'argile sur Mars. Et de l'attache avec les humus, qui sont les matières organiques les plus complexes du monde. Et il se trouve que les argiles et les humus sont négatifs. Et lors de la décomposition des roches-mères et lors de la décomposition de la litière, il se libère des atomes qui ont deux charges positives, le calcium, Ca++, le fer, l'aluminium et le magnésium, qui vont attacher ensemble les argiles négatifs et les humus négatifs pour former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Or, ces attaches sont des attaches électriques, et les attaches électriques, en chimie, sont des attaches fragiles. Il est donc extrêmement facile de détruire les sols et de les faire disparaître. Alors, quel était le travail de l'humanité quand l'humanité a décidé de cultiver les sols? Eh bien, nous avons dégradé en 6000 ans 2 milliards d'hectares de terres agricoles. C'est que lorsque nous avons commencé l'agriculture, les déserts couvraient 11% de la planète, ils en recouvrent maintenant 32%.
sur ces 2 milliards d'hectares de désert que nous avons créés, il y en a 1 milliard qui a été créé juste au XXe siècle. C'est-à-dire qu'en un siècle, nous avons détruit autant de terres que 6 000 ans d'agriculture qui nous ont précédés. Alors, quelle est la situation actuelle pour l'humanité? Nous cultivons 1,5 milliard d'hectares de sol. Nous sommes 6,8 milliards d'habitants, c'est-à-dire nous avons 6,9 milliards. Donc, vous voyez, mon chiffre est déjà un peu vieux, donc nous sommes à moins de 2200 mètres carrés par habitant. Nous détruisons en ce moment la planète à la vitesse, les sols agricoles à la vitesse de 10 millions d'hectares par an, et nous bétonnons 5 millions d'hectares chaque année. Pour vous donner une idée, un pays comme la France bétonne un département français tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il y a un département français qui disparaît sous le béton. D'accord? Donc nous avons... Alors comment on fait? Parce qu'on perd quand même 15 millions d'hectares de terres cultivées. Comment on fait pour s'en sortir? Nous déforestons 15 millions d'hectares chaque année, essentiellement dans les terres tropicales. C'est les forêts les plus importantes de la planète, celles qui évitent la différence trop grande de température entre l'équateur et les pôles. C'est pour ça que nous avons des ouragans. C'est que je travaille par exemple en ce moment sur le front pionnier amazonien. Je travaille sur la région de Lucas de Verde. En 1992, quand nous avons commencé à travailler, il y avait encore la forêt qui était tout près. On avait une pluviométrie de 2 mètres d'eau par an. Maintenant, nous sommes à moins de 1000 mm. C'est-à-dire que nous avons divisé par 2 la pluviométrie, vous voyez, en à peu près 18 ans, pour vous donner une idée. Et la température, elle est passée de 22 degrés dans la forêt à plus de 45 degrés dehors. Et nous sommes en train de créer des ouragans parce que la planète se réchauffe au niveau de l'équateur et les pôles continuent à être frais. Enfin, ils se réchauffent aussi, mais pas à la vitesse où se réchauffe l'équateur. Donc, nous avons donc à l'heure actuelle une surface agricole qui est stable. Nous détruisons 15 millions d'hectares, nous déforestons 15 millions d'hectares pour récupérer ce que nous avons perdu, et la population, elle augmente de 70 millions d'habitants par an. Donc la situation devient intéressante. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Nous perdons, parce qu'il y a un phénomène auquel personne ne fait attention, c'est que depuis 1984, la production agricole mondiale, céréales, stagne. Nous sommes aux alentours de 2 milliards de tonnes de céréales produites sur la planète depuis 1984. C'est-à-dire que quand on a créé la révolution verte, c'est-à-dire lorsque les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population et ont décidé de confier le développement de l'agriculture à l'agro-industrie, qui a été c'est pour ça que nous avons l'an dernier dépassé 1 milliard d'hommes en état de famine, c'est que les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population. Nous avons dit, maintenant, on file ça à l'agro-industrie, on va filer ça à Monsanto, à Syngenta et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils n'ont pas cherché à nourrir l'humanité, ils ont cherché à faire du bénéfice, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on appelait la révolution verte. Les hommes auraient dû se méfier, les révolutions sont toujours sanglantes. Donc une révolution ne peut pas être verte, elle est obligatoirement sanglante. Qu'est-ce qui s'est passé en faisant la révolution? Nous avons décidé de simplifier outrageusement le modèle agricole, c'est-à-dire que nous sortons d'une civilisation hautement raffinée, qui était l'équilibre agro-silvo-pastoral. Les paysans, ignorants, pour les scientifiques, donc abrutis, avaient créé quelque chose d'extraordinairement astucieux. Ils avaient compris que pour que le système agricole nourrisse les hommes, il fallait qu'il y ait à la fois la forêt. La forêt servait à faire des haies qui empêchaient le bétail de divaguer, fournissait du bois, fournissait aussi de la fertilisation pour les sols, ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Ils avaient compris qu'il fallait régulièrement laisser reposer le sol sous la prairie. Cette prairie, on la faisait brouter par du bétail. Ce bétail donnait du fumier. Et avec ce fumier, on refertilisait les sols. C'était l'équilibre agro-silvo-pastoral. C'est le modèle le plus productif au monde par mètre carré. Je vais vous donner un exemple très simple de modèle fait par des gens soi-disant ignorants. On va prendre le modèle aztèque, avant que les Espagnols cassent tout. C'est un modèle très astucieux. Vous plantez en même temps, dans le même trou, une graine de maïs, une graine de haricot. Le haricot s'enroule autour du maïs. Le haricot s'associe avec une bactérie, le rhizobium, qui fixe l'azote. Donc, il donne de l'azote au maïs. Le maïs grandit. Et entre les rangs de haricots et de maïs, vous mettez de la courge. Et vous récoltez sur le même champ de la courge, du haricot et du maïs. Il n'y a aucun système intensif qui n'est capable de produire autant au mètre carré. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas de machine qui ramasse en même temps les haricots, le maïs et la courge. Ça, on n'a pas encore inventé. Donc, qu'est-ce que nous avons inventé? Nous avons inventé l'agriculture intensive. On a appelé ça intensive, elle n'est pas du tout intensive. Elle est intensive par paysan. Elle n'est pas intensive au mètre carré. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec la monoculture, c'est-à-dire un agriculteur qui va faire que du blé, il va être capable, à l'heure actuelle, un agriculteur en Amérique du Nord sur un gros domaine peut cultiver tout seul 500 hectares. Mais si vous ramenez à sa production agricole, elle est nulle par rapport à ce que faisait le paysan aztèque. Ou ce que faisait par exemple le balinet, un balinet qui fait 2 récoltes de riz par an, qui coupe les haies d'acacia, fixateur d'azote, qui met sur le sol après la récolte de riz, fait passer les canards qui ramassent les grains de riz, qui font de la merde et qui font de l'engrais, il fait 120 quintaux de riz, 0 engrais. 120 quintaux de riz, 0 engrais.
Alors, on a décidé d'avancer l'évolution verte. C'est-à-dire qu'on dit, ce modèle-là, c'est beaucoup trop compliqué. Nous allons retourner à l'époque du néolithique. C'est-à-dire, on va reculer l'agriculture de 6000 ans. On va retourner à l'époque où il y avait des chasseurs d'un côté, il y avait des éleveurs de l'autre. Alors, on a mis tous les cochons en Bretagne, on a mis tous les blés en Beauce. Alors d'ailleurs, ils se sont posés des problèmes parce que comme le taux de matière organique s'effondrait en Beauce, ils se sont dit on va peut-être faire des merdoducs qui emmèneraient la merde de cochon de Bretagne jusqu'en truc. Ils se sont rendus compte que ça coûtait quand même un peu cher. Donc maintenant, on fabrique des usines qui brûlent la merde de cochon pour pas polluer la Bretagne. Vous voyez, c'est très intéressant comme modèle. Donc on a reculé l'agriculture de 6000 ans et on a fait une énorme bêtise auquel tous ces agro-industries qui ne pensaient que business n'ont pas compris. Ils ont violé les lois biologiques du sol et ils ont balancé des engrais chimiques dans les sols. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des engrais chimiques, en particulier de l'azote? Vous allez provoquer une réaction qui est à l'opposé du système biologique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les champignons qui fabriquent de l'humus, vous allez multiplier les bactéries qui, elles, minéralisent l'humus et dégagent du gaz carbonique. Or, il se trouve que les champignons se multiplient 20 fois plus lentement que les bactéries. Et comment ils s'en sortent, les champignons? Comment ils font pour fabriquer de l'humus? Eh bien, ils vont être les seuls et uniques organismes à prendre la lignine qui vient des arbres. C'est pour ça que les anciens avaient créé l'équilibre agro-sylvo-pastoral. Ils sont les seuls organismes à attaquer la lignine. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait très peu d'azote. Parce que s'il y a de l'azote, c'est les bactéries qui prennent le dessus. Et lorsque vous mettez de l'engrais sur un sol, vous faites disparaître la matière organique sous forme de gaz carbonique. Dans un pays comme la France, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 4% de matière organique à 1,3%. Vous imaginez le dégagement de gaz carbonique que ça représente. L'agriculture intensive, la révolution verte, représente 40% du dégagement de gaz carbonique sur la planète. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de matière organique dans un pays comme la France? La faune, qui se nourrit de la matière organique, elle ne peut plus se nourrir, donc elle meurt. Nous avons perdu 90% de nos animaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand les animaux s'en vont? Plus de remontée biologique des éléments en surface. Ça veut dire que l'azote part dans les nappes phréatiques, le phosphore part dans la nappe, part dans la mer, la magnésie, etc. Dégradation, donc après la dégradation biologique, vous rentrez dans la dégradation chimique de vos sols. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez trop loin dans la dégradation chimique? Je vous ai expliqué que c'était le calcium, le fer et l'aluminium qui attachaient l'argile et l'humus. Eh bien, le calcium s'en va, l'argile n'est plus attachée aux humus, et c'est le spectacle que vous avez maintenant tous les jours sur toute la planète. Dès qu'il pleut, c'est dommage, je voulais vous montrer une photo, moi, bon, pas réussi à l'extraire de mon petit campagnol. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toutes les rivières sont pleines de boue. Et c'est devenu un spectacle tellement ordinaire de voir les rivières pleines de boue dès qu'il pleut, que pour tous les gens de la planète, c'est un phénomène tout à fait naturel. Or, lorsque vous avez la chance, comme j'ai pu le faire, de survoler des zones encore vierges, ça devient rarissime sur cette planète, eh bien, vous observez que partout où la planète est intacte, les rivières sont totalement transparentes. Dès que l'homme intervient avec l'agriculture, les rivières sont pleines de boue. Donc, nous perdons nos sols. Nous perdons nos sols simplement parce que nous n'avons pas respecté ces lois biologiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le futur? Il y a deux solutions. Ou on considère qu'1 milliard d'hommes qui ne mangent pas à leur faim et 3 milliards d'hommes qui sont carencés en un ou plusieurs éléments, c'est une chose naturelle avec laquelle on veut se faire. Alors nous avons une technique très simple, ça s'appelle les statistiques. Vous savez, Alfred Sauvy disait « Les statistiques sont des êtres fragiles et délicats qui, soumis à certaines tortures, sont prêts à avouer absolument tout ce que vous voulez. » Alors vous avez une façon très très simple de dire les choses. Il y a 1 milliard d'hommes qui crèvent de faim, 3 milliards qui sont carencés, c'est pas joli à présenter. Donc vous dites une chose très simple, vous dites le pourcentage d'hommes qui meurent de faim est plus faible qu'il n'était au début du XXe. Et hop, vous êtes sauvés, vous êtes tranquille. Le pourcentage est plus faible. Bon, il y a beaucoup plus d'hommes. En 1800, il y avait 200 millions d'hommes qui étaient affamés. Nous sommes 1 milliard. Mais pour quand même dire qu'on est toujours dans le progrès, on vous raconte que le pourcentage, vous voyez, comme il y avait 200 millions quand on était 1 milliard, ça faisait 20%. Maintenant, on n'a plus que 15% de gens qui crèvent de faim. Donc, c'est un gros progrès. Vous voyez, c'est comme ça qu'on s'en sort, ce qu'on appelle les statistiques. C'est très important pour les hommes politiques, on en a toujours besoin. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'humanité, il y a deux solutions. Ou on continue à donner cette agriculture aux grands groupes agro-industriels et attendez-vous à ce que la famine continue à augmenter, ou les États décident de reprendre, enfin, et il serait temps, leur devoir numéro un, je tiens à rappeler quand même, parce qu'en tendance à oublier, je tiens à rappeler M. Quesnay, physiocrate, au XVIIIe siècle, avait fait une observation remarquable. Il avait dit « Il n'y a qu'une seule industrie humaine qui donne plus, qui rend plus que ce que nous lui donnons, c'est l'agriculture. Lorsque je mets un grain de blé dans le sol, j'en récupère 100. Lorsque je fais de la filature, je pèse mon coton avant la filature et je pèse le tissu après la filature, je n'ai pas d'augmentation de production. J'ai en fait, ça vient d'être expliqué juste à côté, nous avons perdu de l'énergie. Il n'y a qu'une seule industrie qui autrefois, c'est plus le cas maintenant depuis la Révolution verte, qui donnait plus que ce qu'elle recevait, c'était l'agriculture. Or maintenant, avec la Révolution verte, nous dépensons 8,5 calories fossiles pour produire 1 calorie agricole. Alors, M. Yves Cochet vient de nous dire qu'on s'approche du pic du pétrole. Je ne sais pas très bien comment on va s'en sortir avec cette histoire-là. Alors, pour juste vous donner une petite idée, le hors-sol
la tomate hors sol là, qui vous arrive du Maroc, 36 calories pour produire une calorie agricole. Donc quand le pic du pétrole va arriver, je ne sais pas comment on va faire. Alors, où on se décide enfin, il y a deux choses à faire. Où on change l'agriculture, on passe à une agriculture biologique, on respecte les lois du sol, et on peut imaginer qu'on s'en passera. Deuxièmement, il va bien falloir restaurer les 2 milliards d'hectares de terre. Alors j'ai eu l'occasion de travailler pour la Banque mondiale sur nous avons désertifié avec la Révolution verte, nous avons désertifié 300 millions d'hectares de terre. On a fait une étude avec la Banque mondiale, combien coûterait la restauration des terres latéritisées dans le bassin amazonien. C'est, selon l'état de dégradation, entre 1 000 et 5 000 euros de l'hectare. Donc 2 milliards d'hectares, prenons le chiffre bas, 2 milliards d'hectares, là je laisse les économistes travailler, ce n'est pas mon job, 2 milliards d'hectares multipliés par 1 000 euros, je pense que c'est une somme dans une période de crise financière qui n'est peut-être pas une somme très sympathique à donner à nos hommes politiques. Donc voilà, petite réflexion pour la discussion future.